On y va. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais enlever ponctuellement ma vidéo, ma caméra. OK. C'est bon. Est-ce qu'on a bien le son et l'image? Alors, on verra la taille des positions, c'est important aussi, hein, pour être épanoui le plus possible sur ce service Silver Mirror, c'est quand même vraiment, même sur des petits capitaux, mettez 10% par position. Parce que là, vous verrez même là où le Bitcoin, la formule Bitcoin, la stratégie Bitcoin est un petit peu récalcitrante en ce moment, alors que TH, on a quand même beaucoup moins de trades en cours. L'idéal, c'est d'arriver toujours à rééquilibrer sur une des deux stratégies, hein, suivant la dynamique d'un des deux actifs. Mais on sera rarement bloqué quand même. Si on met 10 trades, donc 10 trades sur chacune des stratégies, ça fait 20 trades potentiellement à prendre sur vos portefeuilles respectifs. Donc ça sera quand même très, très rare d'être bloqué sur les deux stratégies en même temps avec 10 trades en cours. Ouais, bien sûr, mais bien sûr, Gab, tu as bien raison de poser des questions. Et il n'y a pas de trader miracle, il n'y a pas de trader parfait. De toute façon, là, le marché est quand même effectivement aussi assez difficile. Mais même nous, même quand on est en bear market, en marché baissier, où là, on peut le voir hein, sur TradingView, là, on est sur la même fourchette de prix depuis le 1er janvier, là, ici. Voilà, on est entre 48 000 maintenant. Non, on les a réatteints. On avait fait une belle sortie par le haut, un breakout ici qui ne s'est pas confirmé. Donc, on est retourné dans le range, dans le marché horizontal latéral qui est ici. Donc, en fait, on a fait ce qu'on appelle un bull trap. On a pensé qu'on allait sortir par le haut. Vous avez fait d'ailleurs un vocal à cet effet. Et finalement, on est rentré de nouveau dans ce range dans lequel on est enfermé depuis 4 mois. Donc, entre 45 000 et 35 000. Et c'est des stratégies qui sont intéressantes pour accumuler du Bitcoin et de l'Ethereum parce que comme ces deux actifs ne prennent pas de valeur en euros, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte aussi des performances des fois indépendamment des trades qui ne sont pas clôturés, on ne peut pas toujours se rendre compte de la performance du service parce que le Bitcoin et l'Ethereum ne bougent pas en termes de valeur. Donc on se dit, ouais, même les trades se clôturent, mais j'ai toujours pareil sur mon compte Binance. C'est un réflexe qu'on a spontané, hein, qui est tout à fait légitime, mais en fait, l'idée, c'est évidemment d'en avoir le plus possible avant que ces deux actifs-là se remettent à sortir par le haut à partir de 45 000, 48 000, voire 50 000 $. Allez, je reprendrai vos questions parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal. Et puis, c'est prévu qu'on fasse ça aussi, justement, dans la deuxième partie. Alors, très, très vite, hein, pour vous donner un petit point du marché, pour comprendre justement nos investissements, vous verrez, moi, je suis beaucoup sur le fondamental, la technique, les cycles, les sentiments de marché, on doit tout faire converger, en fait, pour bien comprendre dans quoi on a investi. Et je vous assure que vous allez devenir acteur de votre portefeuille. Silver Mirror va permettre d'accumuler du BTC et de TH sans trop forcément vous en occuper. Encore qu'on verra justement, lorsqu'il y a des trades qui sont un peu récalcitrants, l'idée c'est peut-être d'intervenir manuellement pour les clôturer par rapport à un stop loss que j'aurais indiqué ou parce que vous estimez que là, voilà, vous voulez créer du turnover et rebasculer en BTC. Donc il faut quand même être acteur de son portefeuille et surtout comprendre les différents secteurs, les différents endroits où il y a de l'action, où il y a du cash, où les gens investissent. Et ça sera aussi Alors, je répondrai toujours à vos questions sur Silver Mirror, mais je pense que c'est intéressant, avec d'autres éducateurs, hein, comme Tanguy par exemple, de comprendre aussi la partie fondamentale de la blockchain. Voilà, ça vous permettra toujours d'être toujours au bon endroit et au bon moment. Le timing est aussi très, très important dans les investissements. Alors, rapidement, donc le marché crypto, on l'a vu, hein, donc après ce gap qui a été comblé ici, on a tous pensé qu'il y avait un breakout. Ça y est, on est sorti des 45 000 $. Ça avait duré pratiquement 4 mois. C'était une clôture en plus weekly, hein, un dimanche, le 27 mars. Et puis finalement, on a été rejeté. On a tutoyé les 48 pour être rejeté. Donc, ça a été une tentative qui a été un peu avortée de valider un retournement haussier. La vraie question, c'est quoi? Si on se la pose évidemment de façon avec une vraie dialectique, c'est est-ce que cette glissade qui nous a ramenés vers ici, est-ce que cette glissade que propose le marché crypto actuellement depuis quelques séances, est-ce qu'elle elle est en corrélation avec les indices boursiers, hein? Sachez que maintenant, le marché crypto s'est professionnalisé, hein, il y a des effets de levier, il y a des contrats futurs, comme dans les finances classiques, on a les titres actions. C'est ce qui fait que maintenant, on est corrélé aux indices boursiers, on est corrélé au marché actions, parce que c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes portefeuilles qui détiennent à la fois des cryptos et des actions, ce qui est assez nouveau. Donc voilà, la vraie question, c'est ça. Est-ce que c'est un retracement depuis les bonnes performances qu'on a fait depuis février ici, hein, on a fait des bonnes performances ici,
depuis le départ du conflit ukrainien, ou est-ce qu'il s'agit toujours d'une figure latérale, ce que je vous ai expliqué ici, hein, depuis 4 mois, et donc qui pourrait se traduire par une résolution baissière par la suite, c'est-à-dire casser ce support très travaillé des 35, voire 32 ici, pour redescendre. Voilà, ça c'est la vraie dialectique. Je pense également qu'effectivement, moi, ce n'est pas le cas. Je reste profondément haussier parce que sur les supports, les unités de temps plus longues que sont les unités de temps en weekly ou en monthly, on est toujours haussier. Vous savez, là aussi, en journalier, il ne faut pas toujours regarder, c'est en tendance baissière à court terme ou en tendance horizontale. C'est un marché sans tendance, en fait, là. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les unités de temps plus longues. C'est elles qui priment. C'est le weekly et le monthly qui sont importants. Donc, en tout cas, voilà, ce n'est pas forcément la période la plus passionnante, hein, on est bien d'accord. C'est une période qui est neutre, voilà, elle est flat, elle fait partie des phases de marché. D'ailleurs, statistiquement, les phases sans tendance, comme celle-ci, avec un marché horizontal de côté, ben, les marchés, statistiquement, elles sont plus nombreuses que les phases avec tendance, hein, comme les marchés haussiers. Donc, on peut retourner les graphiques dans tous les sens. D'ailleurs, je peux vous montrer ça aussi. Là aussi, c'est toute une question d'interprétation. Alors, ça, je vais vous montrer. Je trouvais ça intéressant. Je vais vous expliquer dans un instant qui est ce monsieur. Mais on peut retourner le graphique dans tous les sens, se focaliser sur ce qui peut confirmer son biais psychologique. Ouais, moi, je suis bullish. Je trouverai toujours une raison sur un graphique d'expliquer que ça va remonter. Ou alors bearish, pareil. Ce qui est génial, en fait. Je vais vous poser une question. Moi, je trouve ça génial. Là, on est vraiment sur des actifs où ça donne du sens. Moi, j'y suis depuis plus de 6 ans. Je me dis là, vraiment, on arrive dans un cycle d'adoption qui est exceptionnel. Vraiment exceptionnel parce qu'on est comme les utilisateurs d'Internet à la fin des années 90. Hein. Je vous remontre ça en parallèle parce que tout le monde ne l'a pas forcément vu. Oui, le live, ce coup-ci, est bien enregistré. Ouais. Je vous montre ça. Ça, je vous remontre que c'est super important et c'est là qu'on voit vraiment que l'adoption devient mature. Le Bitcoin devient mainstream. Imaginez, je remonte dans le temps. On a une machine à remonter le temps. Je reviens vers vous et je vous fais un live. Là, on est en décembre. Et je vous dis, ben voilà, dans un mois, qu'est-ce qui va se passer à partir de 2022 ? On va avoir une guerre dans la zone euro. On va avoir un conflit, une zone en guerre, un conflit ukrainien, une invasion ukrainienne, donc un conflit à l'intérieur de l'Union européenne. On va avoir l'inflation la plus galopante depuis 40 ans. On va avoir la relève des taux de la Banque centrale américaine qui va être multipliée par 4 d'ici la fin de l'année. On va avoir le coût des matières premières qui va exploser, la chaîne d'approvisionnement qui va se stopper. On va avoir tout ça en même temps. Et quel est votre premier réflexe ? Qu'est-ce que vous allez me dire si vous avez du Bitcoin à ce moment-là ? Hein, imaginez, on est en décembre. Je vous annonce tout ce qui va se passer quelques semaines après. Qu'est-ce qu'on se dit ? Quel serait votre imaginons, on revient en décembre 2021, j'annonce tout ce qui va se passer, tout ce qui arrive en ce moment. Quelle est votre réaction sur le Bitcoin ? On repasse tout en USDT et go stacking, ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé à faire. Ouais. Je vends tout, ouais. Ouais, en tout cas, on pourrait penser que le Bitcoin pourrait perdre 80% de sa valeur. D'ailleurs, c'est là où on voit que ce n'est pas une bulle. Hein. Ouais, buy BTC, oui, quand il chute, oui, évidemment. Mais on peut, ouais, voilà, il va chuter, beaucoup ont vendu. Voilà, d'ailleurs, c'est la frayeur qu'on s'est fait début janvier, hein, où le Bitcoin a perdu pratiquement 50% de sa valeur entre novembre où il était à 69 000 $. En fait, c'était une mèche acheteuse. Il est descendu à 32 000 en janvier. Mais oui, on se dit, voilà, mais c'est pas possible tout ça. Mais le Bitcoin, qui est un marché à risque, qui est le plus volatile de tous les actifs, mais il va se retrouver à 20 000 $. Il va perdre 80% de sa valeur. Et vous voyez, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte que malgré cette conjoncture macroéconomique et géopolitique, on a un Bitcoin qui se tient bien. Il se tient même mieux que les actions. Regardez, oui, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de volume. C'est normal parce que quand il y a des incertitudes comme ça au niveau macro et quand il y a l'argent magique qui commence à être arrêté un petit peu par les banques centrales, en fait, qui va commencer à l'être, les gens investissent un petit peu moins. Mais par contre, le Bitcoin, il ne s'est pas renversé. Il tient bon. Il est là, même il a failli ressortir par le haut ici. Mais en tout cas, voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est en termes d'adoption, c'est ça qui est intéressant. Hein. Voilà, je vous remonte ce slide qui est ici. Voilà. Là, ici, on considère en 2021 que les utilisateurs de la blockchain et du Bitcoin, c'était comparable aux utilisateurs d'Internet en 1998. Et on pense qu'en 2025, d'ici maintenant 3-4 ans,
On sera ici, donc au pic de l'adoption, là où c'est la foule qui va commencer vraiment à utiliser la blockchain et Bitcoin. Ça sera comme en 2005 pour les utilisateurs d'Internet. Donc ça va beaucoup plus vite parce que les technologies modernes sont adoptées plus facilement, parce qu'on a des smartphones entre-temps, on a l'ère du digital. Et voilà, pour vous dire qu'en fait, nous, ce qui est génial, c'est qu'on est quand même encore ici. Voilà, il ne faut pas vous dire exactement où, mais on est les premiers adeptes. Les innovateurs, c'est ceux qui ont découvert le Bitcoin, notamment les premiers traders professionnels sur les salles de marché, jusqu'à 2016, les ingénieurs qui se sont intéressés à la technologie. Je fais partie, par le timing d'avoir reçu l'information en juillet 2016, ça, c'est les innovateurs, et nous, on est là. On est là, donc même si vous avez l'impression que tout le monde parle de crypto, ben, quand vous regardez autour de vous socialement, vous parlez de crypto à votre entourage, qui sont hors futures ou hors dans la cryptosphère, beaucoup de gens nous regardent encore comme des étrangers, comme des aliénés. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est les premiers adeptes, que là, il y a encore 3-4 belles années, que je pense même que tous ceux qui parlent de bear market, c'était ma question de fond tout à l'heure, hein, est-ce qu'on en est où? Ben, le bear market, en fait, soit on y est déjà, parce qu'il n'y a plus de volume et les actifs ne s'apprécient plus, mais ils ne baissent plus comme avant, ils se stabilisent seulement, mais sinon, on n'en aura pas jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut, là, ici, d'ici 3-4 ans, où là, effectivement, quand on sera 33% de la population mondiale à utiliser la blockchain et le Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va se stabiliser. Alors, le Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne perdra plus beaucoup de sa valeur, ou il fera un peu. Dites-vous que le Bitcoin, dans 4-5 ans, c'est comme quelqu'un qui achète un titre Tesla ou une action chez Apple. Ça sera à peu près la même volatilité, la même rentabilité. Ce qui est pas mal, hein. Apple, il peut faire du 15-30% l'année. Bon, nous, on sait qu'on peut le faire sur un actif, des fois, en 2-3 jours. Ça va se stabiliser, ça sera moins volatile, ça sera aussi moins rentable, mais voilà, tout ça pour vous dire que là, pour l'instant, il y a encore 3-4 belles années vraiment de bons. C'est là où on va accumuler le plus de Bitcoin et de TH. Et donc, la capitalisation, on pense que d'ici 10 ans, on va passer de 2 000 milliards, hein, ce qui est le cas pour l'instant, à 200 000 milliards. On pense que d'ici 10 ans, on va multiplier la capitalisation boursière des cryptos par 10. Voilà, ça c'était toujours pareil, toujours de dézoomer, de vous redonner un prisme de lecture sur le moyen long terme. Même si là, c'est un peu ennuyeux, comme je vous disais. En clôture hebdo, c'est neutre. Hein, alors, je vais repasser ici. En clôture hebdo, c'est neutre. En journalier, c'est même limite baissier. Mais en tout cas, voilà, on est en range depuis. Moi, je vous dirais même qu'on est en range depuis plus d'un an. Hein. Les actifs ont à peu près la même valeur il y a un an en arrière. Ce qui est même surprenant d'un point de vue fondamental, parce qu'on a des actifs qui sont au même prix, alors que leur écosystème a considérablement évolué. Ethereum a beaucoup plus progressé maintenant qu'il y a un an en arrière. Par contre, ce qui est bien, vous l'aurez compris, c'est qu'on n'est plus dans une bulle. Parce qu'en 2017, on aurait eu la même conjoncture macro et géopolitique. Je peux vous assurer, d'ailleurs, en 2017, c'était une bulle. Hein. C'était monté de façon trop vertigineuse, trop verticale. Les gens ont commencé à bégayer, puis il n'y avait pas de professionnels, il n'y avait pas d'institutionnels, il n'y avait pas d'entreprise qui achetait encore du Bitcoin. Donc, tout le monde a revendu, tout le monde a paniqué, et c'est ce qui fait qu'il est passé de 20 000 à 3 000 $ le Bitcoin en très peu de temps. Là, ce n'est plus le cas. On aura pu s'en rendre compte grâce à ce qui se passe depuis janvier. Donc ça, c'était une première chose. Donc voilà, sur cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait à noter qui était important? La décision politique monétaire de la Banque centrale européenne. Il y avait le début des résultats des publications des entreprises américaines. C'est pour ça qu'on a des trades qui ont plus de mal à se clôturer, parce qu'il y avait pas mal d'attentes de la part des investisseurs. Il y avait aussi je ne sais pas si vous savez ce que c'est, là. Hier, il y avait la journée des. C'est pour ça que j'en vois un peu moins de trades aussi en ce moment. Hier, il y avait la fameuse journée des 3 sorcières. Est-ce que vous connaissez cette séance qui arrive tous les 3e vendredis de chaque mois? Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, oui. Conjoncture macro. Macro, ouais. Non? Ok, ça c'est important. Enfin, on sait que c'est une journée qui est très volatile. Il faut éviter de trader les journées comme hier. En fait, c'est quoi? C'est que les contrats futurs, les options sur indices et notamment sur actions arrivent à terme. Donc, c'est souvent une séance plus volatile parce que les traders bouclent souvent leur position sur futurs et sur options avant la fin de la journée. Donc voilà, on a eu tout ça cette semaine. C'est ce qui fait qu'effectivement, on n'avait pas de petites tendances, de micro-tendances sur les différents projets sur lesquels on a pu trader. Alors, je vais revenir là-dessus. Hein. Ouais. OK, je continue rapidement. Je vais revenir sur ta question, Florian. Si tu vois que je l'ai zappé, tu pourras me la renvoyer dans un instant. Ouais, OK. Ouais, puis, alors, je continue rapidement par rapport à ça. Donc ça, c'était un petit peu la review de la semaine. On sait qu'on en est. Et toujours pareil, c'est important de dézoomer sur des unités de temps plus grandes. On en support aussi encore en weekly et en monthly. C'est ça le plus important. Allez, OK, je vais passer ici.
Alors, je vais vous montrer rapidement, avant qu'on parle un peu des stratégies BTC-ETH, quelques outils qui sont d'après moi intéressants aussi, qui vont vous permettre un peu de faire converger différentes analyses et d'avoir finalement plus de données pour choisir les bons tokens, les bons projets. Allez, je vais vous montrer ça dans un instant. Hop, je bascule ici. Alors ça, j'en ai parlé hier. Vous avez fait une petite screenshot pour vous montrer un petit peu ce que c'était. En fait, je vais vous rappeler qu'il y a 5 analyses. Comprenez qu'il y a 5 analyses et je vais vous montrer les outils que j'utilise. Alors, idéalement, c'est de faire converger les 5 analyses en même temps. La première analyse, c'est l'analyse fondamentale. Alors ça peut être CoinGecko, qui permet d'aller voir un peu les différents tokens. On va ici, voilà, on regarde un peu, on peut aller voir le white paper, on peut aller voir le site du Bitcoin, on peut essayer de comprendre un peu plus. Je vous montrerai un outil qui est encore mieux, qui centralise toutes les bases de données que je vais vous parler. J'en avais parlé déjà la semaine dernière, je vais vous en reparler un petit peu aujourd'hui. Donc, il y a l'analyse fondamentale. Première analyse qu'il faut d'abord, c'est pourquoi j'investis dans ce projet-là, à quoi il sert. Après, c'est l'analyse technique. Donc là, évidemment, l'outil le plus pertinent, c'est TradingView, que vous connaissez déjà. L'analyse technique, elle répond à la question quand. Une fois que je sais qu'il faut acheter, pourquoi je dois acheter du Bitcoin, on en a déjà parlé, on en reparlera souvent. Après, c'est quand je dois en acheter, quand je dois le revendre. Ça, c'est le timing. Là. Le trading, ça répond à la question quand. Le fondamental à la question pourquoi. Après, on a 3 autres analyses que des fois, on a tendance à négliger. C'est l'analyse de sentiment de marché. Ça, c'est important. C'est ce que je vous ai montré hier. C'est ici. Je pense que vous avez déjà entendu parler un peu du Fear and Greed. Je vous laisse répondre un petit peu sur le chat. Alors. Est-ce que vous connaissez un petit peu? Ouais, déjà hier, par rapport au screenshot que je vous ai envoyé. C'est important, c'est important parce que là aussi, il ne faut pas faire ce que fait la foule, il faut faire l'inverse. Ça vous paraît trivial ce que je vous dis? Ce n'est pas toujours évident. Attends, quand on dit qu'il faut acheter dans le rouge et revendre dans le vert, oui, ça vous paraît d'un point de vue intellectuel très basique. Mais en fait, regardez, on fait souvent le contraire. On commence à acheter une crypto quand tout le monde en parle, donc c'est déjà trop tard. Et surtout, et on revend à l'inverse quand ça retombe. Parce qu'on l'a acheté cher, donc dès que ça retombe, on a peur de perdre tout son capital, donc on revend dans le rouge, au lieu d'acheter dans le bas et revendre en haut. C'est des projets dont je vous parlerai, on verra, on fera des lives à la fin de chaque live. Alors, pas forcément sur celui-ci, encore que si on a le temps, mais à la fin de chaque live, je vous parlerai même si Tanguy, je crois que le fait également, vous parler d'un projet avant qu'il pump. L'idée, c'est de mettre une petite pièce avant que tout le monde en parle. Voilà, donc ça, c'est... rapidement, alors pour que vous compreniez, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le Fear and Greed, alors on va se mettre d'ailleurs ici, vous allez mieux comprendre. Voilà, c'est un indicateur qui tente d'évaluer le niveau de la peur sur le marché du Bitcoin. D'ailleurs, j'ai découvert il y a peu de temps qu'il existe aussi sur Ethereum maintenant, ce qui est assez nouveau. Et le Fear and Greed est actuellement en train de battre des records de peur. Vous voyez, on est ici, là. Enfin, ce n'est pas des records. Les records, c'était en janvier là, avec le conflit ukrainien. Mais on est quand même dans des indices qui sont inférieurs à 30. C'est là où c'est intéressant d'ailleurs pour acheter. Mais voilà, en fait, il calcule sur une échelle de 0 à 100 le niveau de peur, 0 signifiant la peur extrême, et 100, c'est l'avidité extrême. Voilà, comme le disait Warren Buffett, notre mentor multimillionnaire qui a pratiquement 70 sources de revenus, qui nous dit toujours qu'il a peur quand les gens sont cupides, et il est cupide quand les gens ont peur. Voilà, c'est quand je vous disais tout à l'heure, il faut faire le contraire de la foule. Voilà, donc le Fear and Greed, pardon, il est dans l'extrême peur depuis pas mal de temps. Enfin, en tout cas, extrême peur, non, il est dans la peur. En tout cas, peur relative ici depuis début janvier. Mais il fonctionne. Il fonctionne pas pour les traders intraday. Ça, c'est un indicateur qui fonctionne à peu près. C'est-à-dire que tous les bottoms, tous les bas ici, si on les regarde, là, ici, ça correspond à quoi? Le bottom qui est ici. Là, on avait un bottom à l'époque de janvier 2018, donc un des points les plus bas. Après, à l'inverse, on avait un top en 2019, donc là, il était à 3 000 $ le Bitcoin. Là, à l'inverse, il était à 12 000 en juillet, août 2019. Là, à l'inverse, on a un autre bottom. C'est la crise du Covid. Donc, on était à 3 000 $. Là, à l'inverse, hop, c'était ce qu'on a connu l'année dernière, le bull run. Voilà. Puis là, à l'inverse, voilà, on est sur une zone pour ceux qui veulent acheter en DCA, pas pour ceux qui veulent trader ponctuellement, faire des allers-retours. Encore sur Bitcoin, il vaut mieux en accumuler et pas forcément le revendre. Mais en tout cas, ça peut donner une indication sur ceux qui veulent acheter régulièrement en DCA,
Encore une fois, ce n'est pas le seul outil, mais celui-là, plus le technique, plus le fondamental, plus encore 2 autres dont je vais vous parler, ça vous permet de faire converger vos recherches. C'est-à-dire que si celui-là, il confirme le fondamental et le technique, c'est peut-être le bon moment d'en acheter. Voilà, ça, c'est dans ce qu'on appelle l'analyse de sentiment de marché. Ensuite, on en a une autre qui s'appelle l'analyse de micro et macro cycles. Vous savez que le Bitcoin, tous les 4 ans, il y a un cycle haussier, puisque tous les 4 ans, on divise sa production par 2. Et à l'intérieur même de ce cycle, il y a des micro-cycles. Et ça, c'est ce qu'on appelle les saisonnalités. En fait, dans un marché haussier, il y a plusieurs saisons. Et ça, on peut le retrouver sur des outils comme celui-ci. Voilà. Blockchain Center. Alors, si ça vous intéresse aussi, je suppose que oui, je l'espère, je vous enverrai tous les liens des outils que j'utilise, parce que là, vous allez, soit vous prenez des notes ou des screenshots, mais ça peut être un peu chronophage. Je vous enverrai, si vous le souhaitez, sur les différents canaux, tous les liens centralisés sur un seul lien, justement. Hein. Je vous enverrai tous ces liens-là que j'utilise pour vous permettre justement de croiser vos recherches. Voilà. Ouais, avec plaisir. Donc, Blockchain Center, c'est intéressant. Lui, il nous dit un petit peu où on en est. Si on est en altcoin season, en Bitcoin season, si on est dans la grosse market cap. La altcoin season, c'est vrai, on en parle souvent, mais en fait, elle est très courte et elle arrive qu'à la fin d'un marché haussier. L'année dernière, c'était, voilà, vous vous rappelez, le 19 mai, gros crash sur le Bitcoin. Mais avant, on avait vraiment des indicateurs qu'on était en surchauffe. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est en rouge. Quand ça surchauffe, c'est que les gens sont cupides. Quand vous commencez à avoir des projets crypto, des petits, des mêmes coins, c'est ce qu'on appelle des shitcoins, mais aussi des micro-caps, des petites, des moyennes qui font des 200% en une semaine, dites-vous que là, c'est bientôt la fin. Bientôt la fin du marché haussier. En tout cas, il va y avoir forcément une correction, puisque le marché est là pour nous prendre de l'argent, pas pour nous en donner. Donc, c'est là vraiment, il faut pas. Ça dure peu de temps. Hein. Une vraie alt season, elle dure quelques semaines, voire des fois seulement quelques jours. D'ailleurs, on en a une autre. Hein. Rappelez-vous, c'était plus récemment. En novembre, là aussi, hein, là où le Bitcoin atteint pareil son pic, pareil, hein, fin d'année, on a eu des altcoins qui ont fait des performances incroyables. Là, aujourd'hui, on est en Bitcoin season. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est d'anticiper la alt season avant qu'elle redémarre, avant qu'on ait une reprise haussière, pour vous acheter en fait des altcoins maintenant, quand ils ne sont pas trop chers. Parce que si vous les achetez là, ben, c'est trop tard. Et ce genre d'outil permet de nous comprendre un peu les analyses de cycle. Donc ça, c'est la 4e analyse. Je répète, la première, c'est le fondamental. La deuxième, c'est l'analyse technique. La 3e, c'est l'analyse de sentiment de marché avec le Fear and Greed. La 4e, c'est celle-ci, avec Blockchain Center, les micro et les macro cycles. Voilà, donc l'idée, c'est d'anticiper. Ce n'est pas d'acheter des altcoins quand ils sont ici, mais plutôt quand ils sont là. Donc, il faut toujours avoir un peu de cash, toujours avoir du stablecoin dans son portefeuille. Je vous remontrerai le camembert que j'ai montré la semaine dernière, même pour répondre un peu aux questions sur Silver Mirror. C'est important d'avoir un portefeuille où vous n'avez pas tout sur une seule et même stratégie. Donc là, voilà les performances que vous avez sur les 90 derniers jours. Et vous savez vraiment, quand on est en alt season, ben c'est quand le Bitcoin, en fait, il est à la fin. Là, il est dans les 10 premières. Quand il est là, qu'il est dépassé et subperformé par tous les altcoins qui sont là, là, vous savez vraiment qu'on est en alt season. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas. Voilà, ça, c'est des outils qui sont intéressants. Et vous avez les derniers outils qu'on appelle les data on-chain. Donc, ça, c'est Glassnode qui est ici, qui permet de suivre ce que font justement les professionnels, les grosses mains, suivre les gros portefeuilles. Alors ça, malheureusement, il y a beaucoup d'informations qui sont payantes. Donc, je n'ai pas trop envie de vous le dupliquer. Alors, vous en avez quand même qui sont gratuites. Ça vous permet de savoir ce que font les gros portefeuilles, les grosses adresses. Est-ce qu'elles vendent? Est-ce qu'elles accumulent? Est-ce qu'elles sont en phase de distribution? Et ça, je vous ferai un live, si vous le souhaitez, que là-dessus, parce que ça demande du temps à décrypter. Hein, ce n'est pas évident. Et je vous montrerai un peu comment… Moi, c'est beaucoup ce que je regarde en ce moment. Quand on n'a pas de tendance comme en ce moment, on dit qu'est-ce qui va se passer? On est en train de douter. Et moi, à ce moment-là, je regarde ce que font les mains fortes, les gros portefeuilles. Est-ce qu'eux, ils paniquent? Est-ce qu'ils rachètent? Est-ce qu'ils revendent? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais aussi peu de Bitcoin sur les échangeurs. Donc là, ils accumulent. Ils ne vont pas revendre un Bitcoin quand il est faible. Ils vont le revendre quand il va prendre de la puissance, quand il va prendre de la valeur. Voilà, donc ça, c'est des données on-chain qui sont intéressantes. Et je finirai juste là-dessus. Et après, on va passer sur la partie copie stratégie BTC-ETH. Je vais vous donner, en fait, si vous deviez regrouper tous ces outils-là sur un seul. Alors, là, il y a des outils intéressants aussi. Je vous les montre rapidement. Sur la DeFi. Voilà, DeFi Lama. Je vous les enverrai, les liens, rassurez-vous. La DeFi, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe dans la finance décentralisée. Là, vous mettez sur les principales blockchains, les principaux layer 1, et vous voyez, en fait, celle où il y a le plus de croissance organique, le plus d'utilisateurs.
Voilà, donc, par exemple, le trade qu'on a sur Luna BTC qui n'est pas clôturé, je peux vous assurer qu'il va l'être, et assez rapidement. Ce n'est pas une position qu'on va garder très longtemps ouverte, rassurez-vous. Avax, c'est pareil. Avax, il est là. Voilà, il y a de la croissance organique très, très régulièrement, parce qu'ils sont très innovants sur leur blockchain. Donc, voilà, ça nous permet de savoir où c'est qu'il y a de l'action. Voilà. Sur l'ETH, c'est pareil. Hein, c'est un des rares trades qu'on a qui n'est pas clôturé sur ETH, c'est face à Solana. Voilà. Donc, tout ça, ça nous permet aussi de savoir un peu ce qui se passe dans la DeFi. Après, vous avez sur les ICO. Est-ce que vous savez ce que c'est un ICO dans les cryptos? Alors, je regarde un peu, je vous fais quand même un petit peu interagir. Ouais, Whale Alert, exact aussi, Arnaud. Effectivement. Bon, elle est plus intuitive parce que c'est une application, effectivement. Mais on a CryptoQuant aussi. Je vous le rajouterai avec Glassnode, où il y a plus de choses qui sont accessibles gratuitement. CryptoQuant. Ouais. ICO, c'est des levées de fonds. Ouais, c'est un peu comme les IDO en bourse. On participe en fait à des levées de fonds. Hein, c'est une économie participative pour lever des fonds pour un projet crypto. Et ça vous permet, le site que vous voyez ici, ça vous permet justement de savoir les nouvelles ICO. Et là, de faire vos recherches, hein, de regarder un peu la prévente. Tokenomics, c'est très important, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être distribué, quelle est l'offre qui va être distribuée sur les tokens. Est-ce qu'ils gardent la plus grosse partie pour eux? Est-ce que c'est pour les investisseurs? Est-ce que c'est pour le projet? Tout ça, encore une fois, on pourra aussi s'amuser à analyser des ICO parce que c'est intéressant. Les ICO, il faut y mettre que 1% de ton capital parce que c'est beaucoup plus risqué. Mais si le projet a le succès escompté parce qu'on a fait des bonnes recherches, ben oui, là, lorsqu'il est listé sur des plateformes, après, puisqu'on va l'acheter avant tout le monde, ben là, on peut faire des fois 10, j'ai même fait des fois 50 sur des projets comme ça. Mais là, ce n'est pas vendre du rêve, c'est 1% et c'est y aller que de temps en temps. Mais voilà des sites qui vous permettent de savoir un peu ce qui se passe sur les levées de fonds. Voilà, ça, c'est un site qui est un peu plus méconnu. Voilà, je vous montre encore d'autres rapidement. Hein, vous connaissez aussi la NFT, on en parle de plus en plus. Ben, l'idée, c'est d'avoir... alors, où c'est que faudrait que je le retrouve, parce que j'ai quand même pas mal de fenêtres. Non, ici. Non, il est là. Voilà, avoir des actus sur les NFT. Est-ce que vous connaissez un peu le NFT? Parce que ça, on entend beaucoup parler. C'est très hype, très tendance. Ouais, faire attention aux ICO. D'ailleurs, c'était très à la mode, Thomas, en 2017. J'avais déjà connu ça. Et il y avait effectivement 90% de scams. Donc là, il faut faire des bonnes recherches. Moi, je privilégie sur des ICO que des partenaires, des blockchains françaises, que des projets français. Comme ça, je peux avoir une relation directe avec les fondateurs. Parce que l'équipe est très importante sur une ICO. Dans un projet, le plus important, c'est l'équipe. Hein. Vous avez un projet génial avec une équipe médiocre, ben, il y a peu de chances que ça résiste à l'épreuve du temps. À l'inverse, vous avez un projet qui est moyen avec une équipe qui est géniale, qui a travaillé chez Uber, chez Google, chez Apple. Ben là, vous avez plus de chances que ça résiste. Voilà. Que penses-tu des launchpads proposés par Binance? Ben, c'est super, ça, les launchpads. On en parlera dans un instant, d'ailleurs. Je voulais finir là-dessus. Ben, c'est des rampes de lancement. Alors, l'avantage de Arnaud, tu as raison, l'avantage des launchpads sur Binance, c'est que c'est des rampes de lancement, ça veut dire en anglais. Et en fait, c'est des ICO, c'est des projets qui vont être listés sur Binance. Et l'avantage, c'est que c'est Binance qui fait les recherches à notre place. Et comme il y a des millions d'investisseurs sur Binance, qu'on est beaucoup à utiliser les launchpads, il faut être détenteur de BNB pour pouvoir y avoir accès. Ils ont plutôt intérêt à nous donner des projets qui tiennent la route. Donc, les launchpads, c'est très intéressant. Mais pour ça, il faut avoir du BNB hein, pour pouvoir y avoir accès. Ouais, Vivi aussi en ce moment, effectivement. Alors, NFT, très très vite, je ne m'attarde pas, mais regardez aussi le site, hein, regardez bien ce que c'est, parce qu'on va en parler de plus en plus. C'est un objet numérique unique. En fait, vous êtes détenteur d'un objet, mais dans la blockchain. Un peu comme une œuvre d'art, comme un morceau de musique, un appartement, sauf que c'est dans la blockchain. C'est inscrit dans la blockchain et ça n'appartient qu'à vous. On ne peut pas le transférer comme on peut se transférer du Bitcoin. Voilà. Mais ça vous permet de savoir un peu ce qui se passe aussi dans ce que j'appelle moi la blockchain 2.0. Voilà. Donc ça, c'est des outils intéressants qui sont un peu méconnus. Alors oui, ça vous demande à faire pas mal de recherches, mais mieux vous allez comprendre vos investissements, mieux vous allez comprendre dans quoi vous mettez les pieds, plus vous allez vous épanouir de toute façon. Hein. OK. Allez. Et je finirai là-dessus et après on va passer sur le camembert, l'allocation dont j'ai parlé la semaine dernière, et puis sur la stratégie de Silver Mirror. Voilà, Messari, très très vite, j'en ai parlé, je m'y attendais un tout petit peu plus. En fait, si vous voyez tout ça, et vous voulez gagner du temps, vous dire, oh là là, mais il y en a des recherches. Pareil, les actualités. Vous avez Coin Academy, qui est super. Vous avez Journal du Coin. Ça, c'est pour vous informer aussi sur les actus crypto.
Alors, vous avez alors, sur les actualités françaises, vous avez Khan Académique, eh bien, vous avez Cryptost, Crypto News, et je vous recommande aussi de vous mettre sur des actualités, mais anglo-saxonnes. Vous le mettez sur Google Chrome, vous le traduisez en français, parce que on n'a pas souvent les mêmes actualités que sur celles qui sont françaises, et on peut regrouper nos recherches. Là, vous avez la plus connue, c'est CoinDesk, qui est très, très pertinente aussi. Voilà, ça, c'est sur les actualités concernant les cryptos. Allez, on finit sur le dernier outil, le meilleur pour la fin, celui que j'utilise tous les jours. Alors, Messari, très rapidement, là, vous avez donc une liste. Vous pouvez, alors, je vais le mettre en français d'ailleurs, je vais le mettre là. Voilà, ici. Donc là, Google Chrome, j'étais sur Safari, vous pouvez le mettre en français, ça vous aidera un peu plus. Donc là, vous avez une liste, par exemple, des tokens que vous surveillez, des tokens que vous connaissez, on en parle souvent. Voilà, donc on peut savoir un peu les performances qu'ils font sur 24 heures, la market cap. Là, ce qui est intéressant aussi sur ce genre de... En fait, l'avantage de Messari, c'est que vous avez une base de données accessible en quelques clics. Là, par exemple, vous avez tout le classement comme CoinGecko, CoinMarketCap, vous me direz, ça ne change pas. Là, c'est par capitalisation. Là, par exemple, vous voulez vous intéresser qu'à la DeFi. Eh bien, la même chose dans la DeFi, par capitalisation. Uniswap, Rune, AAV, PancakeSwap, etc. Les smart contracts, par exemple, sur Ethereum. Après, vous pouvez aller à ça même d'Ethereum pour savoir un petit peu qu'est-ce qui est adossé à Ethereum. Voilà, vous l'avez aussi ici en bas, ça c'est intéressant. Mais tout au même endroit, c'est ça qui est intéressant. Vous n'allez pas croiser vos recherches sur Internet, être obligé de filtrer toutes les informations. Vous avez tout au même endroit. Moi, j'utilise pratiquement ça à 90% du temps. Voilà, vous voulez connaître un peu l'univers de Cosmos, Atom, qui est un super projet. Voilà un projet qui est sous-évalué. On parlait tout à l'heure d'acheter des projets avant que ça pump, avant que ça soit trop tard. Eh bien, le projet Cosmos, qui va relier les blockchains entre elles, voilà un projet qui est sous-évalué. À titre personnel, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est ma plus grosse ligne, en dessous de BTC ETH, c'est ma plus grosse ligne sur mon portefeuille. Voilà. Donc là, vous avez pas mal de renseignements par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On a un classement par rapport au volume aussi. Voilà. Alors, tout à l'heure, on me disait pourquoi j'ai fait un trade sur le Doge. Ce n'est pas parce que je crois dans le projet, encore une fois. Comme c'est de l'intraday, le but, c'est qu'on clôture le plus tôt possible. Bien, sur le Doge, j'ai vu qu'il y avait des volumes. Hier, il était en 6e position. Il y avait des volumes inhabituels. Voilà. Alors que normalement, si on prend le Doge, ici, le Doge, il est en 11e position. Hier, il était en 6e par rapport au volume. Donc, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi. Après, vous sélectionnez un projet. Alors, on va se mettre sur NIR Protocol. Allez, vous allez sélectionner un projet. Vous y allez très rapidement. Donc là, vous avez la vue d'ensemble. On va le mettre en français. Voilà, le profil. Donc là, vous pouvez voir qui est derrière. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de l'équipe. Qui est derrière le projet? Voilà, là, je vais regarder le cofondateur. Regardez bien, c'est que des clics. Je n'avais pas besoin de sortir sur d'autres outils. Je clique ici. Tiens, j'aimerais bien savoir qui c'est le cofondateur de NIR Protocol. Un projet où il y a beaucoup de mains fortes en ce moment qui en achètent. Beaucoup d'institutionnels qui se positionnent sur NIR Protocol. D'ailleurs, on pourra même parler de ce projet-là très rapidement parce que c'est intéressant. Alors, ici. Donc là, regardez bien ce que je fais. Je vais sur son LinkedIn, je vais avoir le CV du fondateur. Vous avez vu, juste en quelques clics, je suis passé de Messari au LinkedIn du fondateur du protocole qui m'intéresse. Là, j'ai le CV. Là, j'en sais un peu plus. Et tout ça sur la même base de données au départ. Allez, je reviens en arrière. Hop, ici. Voilà, vous avez le marché, vous avez les métriques. Vous pouvez voir aussi, évidemment, vous allez ici, vous pouvez voir le jeton, comment il est redistribué. Justement, ça, c'est important. Est-ce qu'ils vont en garder beaucoup pour eux? Est-ce que ça va être Est-ce que l'inflation va être diluée? Est-ce qu'au contraire, ça va prendre de la valeur? Tout ça, vous y avez accès. Vous avez évidemment la communauté, les ressources. Vous pouvez voir le site Internet. Voilà, tout ça, vous l'avez sur un seul et même outil. Allez, je finirai là-dessus parce que je vous donne déjà beaucoup d'informations sur les outils. Mais voilà en quelques mots les outils que j'utilise notamment pour nous envoyer des signaux sur BTC et ETH par rapport à d'autres projets qui sont plus volatiles que eux. Allez, ça va, c'est clair par rapport à ça? Ok, je me remets ici. Ah ouais, cet outil, il est extraordinaire. Ouais. Cosmos, ouais. Les Layer 2, ouais, Layer 2, Layer 1, ça, c'était surtout ceux qui étaient à la mode l'année dernière. C'est ceux qu'on pumpé, c'est Avax, c'est Solana, c'est Cardano, c'est Terra. Voilà. Là, Layer 2, on a Matic. Moi, c'est celui que je pense qui a le plus d'avenir. Layer 2, c'est ceux qui sont greffés sur la blockchain Ethereum, mais qui sont plus scalables, plus sécurisés et plus rapides. Voilà la différence. Alors que les Layer 1, ils ont leur propre univers.
leur propre écosystème. C'est la différence. Ah, le Link, c'est un super projet. Voilà, ça fait partie des projets pour moi qui sont les plus sous-évalués. Encore une fois, dites-vous que si vous avez un projet l'année dernière qui a fait déjà un x10 ou un x20, il y a peu de chances qu'il refasse la même chose cette année. Surtout que là, on est sur un marché qui s'est durci considérablement. On est même, ceux qui parlent de bear market, ben non, on n'y en aura pas, je vais vous expliquer pour quelles raisons. Enfin, voilà, je pense que ça va. La croissance est telle dans l'adoption qu'on n'aura pas, on aura une période qui va durer peut-être comme ça encore un moment, mais on ne va pas redescendre à un Bitcoin à 10 000 $. Par contre, effectivement, il y aura beaucoup moins de jetons qui vont faire des x10 ou des x20. Donc, ceux qui les ont déjà fait, c'est peut-être pas forcément l'endroit, peut-être pas ceux-là où il faut forcément investir cette année. Donc, Link fait partie de cela. Link, c'est un oracle, il est indispensable aussi. Il est très sous-évalué, pourtant tout le monde l'utilise. Voilà, il permet de transférer des informations dans le monde réel vers la blockchain pour que les smart contracts puissent réaliser des actions. Polkadot, ben c'est pareil, c'est comme Cosmos, à quelques nuances près. L'interprétabilité qui va permettre aux blockchains de communiquer entre elles. Voilà. Allez, je reviens ici. Ouais, vous voyez, par exemple, des projets que je surveille, moi, ils sont là. Donc, indirectement, c'est des projets que j'ai dans mon portefeuille. Voilà, vous l'aurez compris. Alors, après, ça va dépendre de notre profil de risque. Allez, j'enlève ça un instant. Je me remets ici. Hop. Là, ici. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Est-ce qu'on m'entend toujours? Parce que j'ai des retours comme quoi ça bug. On m'entend bien au niveau du son? Ça va? Ouais, ok. Ok, super. Ouais, Florian, merci d'avoir reposté ta question, justement. Alors, je me remets ici. Ça, je vous le remontre. J'avais mis l'accent sur le money management la semaine dernière. En plus, l'enregistrement, il y avait eu un raté, donc tout le monde n'a pas forcément vu. Vraiment, je vous reparle de ça, c'est super important. J'appelle ça le camembert de la crypto. C'est pour avoir un portefeuille qui résiste à l'épreuve du temps, qui résiste aux fluctuations du marché, à la volatilité. C'est vraiment un portefeuille, d'après moi, à l'heure actuelle, en 2022, qui peut changer. L'année dernière, par exemple, on avait moins de stablecoins, puisqu'il y a tout qui pumpait à tout va. Cette année, comme on est plus sur une zone d'incertitude, mais il faut avoir plus de cash. Comme ça, dès qu'il y a un repli, dès qu'il y a une crypto qu'on apprécie, on va pouvoir la racheter moins cher. Voilà. Donc, rapidement, mais votre allocation principale, c'est 60% sur les deux principaux actifs. Vous pouvez même mettre 30 et 30 si vous souhaitez. Ethereum a évidemment de très beaux jours devant lui, surtout avec la migration en Proof of Stake, où on va avoir 90% d'émissions d'Ether en moins en circulation, puisqu'ils seront bloqués dans la blockchain pour valider les transactions. Et voilà, donc l'idée, c'est d'avoir ça à peu près en proportion actuellement sur un portefeuille pour celui qui démarre. Même celui qui a déjà un portefeuille, c'est d'essayer de l'ajuster de cette façon-là. Et après, voilà, vous mettez 50% en holding et 50% dans le trading. Parce que le trading, le but, c'est de faire doubler votre capital, voire tripler, indépendamment de la valeur du Bitcoin, et d'avoir toujours une partie holding. Comme ça, vous générez moins de frustration quand les trades ne sont pas tout de suite clôturés. Et surtout, vous pouvez surfer sur la valorisation du Bitcoin. Pareil pour Ethereum. Alors, un peu plus en holding qu'en trading, parce que j'en vends moins de trades sur ETH. Parce qu'il y a moins d'opportunités, il y a moins de paires éligibles face à lui. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Après, les tokens structurels, c'est les tokens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est Atom, c'est Link, c'est tous ces projets-là. En avoir 7 ou 8 dans son portefeuille, donc 3 x 7, 21. Voilà, vous mettez 2 à 3% de votre capital sur chacun des grosses market cap, celles qui vous parlent, celles qui ont du sens. On pourra même faire un portefeuille ensemble si vous le souhaitez. Et puis avoir une partie en stablecoin. Alors 50% en holding que vous allez stacker soit sur Binance, soit sur des protocoles décentralisés. Par exemple, sur Encore, vous pouvez faire du 20% à l'année. Vous les stackez en attendant que le marché bouge, qu'il se passe quelque chose. Autant ne pas les faire dormir et les faire travailler. Et 50% que vous gardez pour trader, puisque justement, on va avoir de plus en plus de trades qui vont arriver face à USDT. Voilà un petit peu l'idée. Je vais peut-être vous faire interagir par rapport à ça, même si c'est y en a qui l'ont déjà vu. Ouais, ok, ça c'est super important. Non, sur la stratégie USDT, on travaille dessus avec le développeur, justement, parce que techniquement, c'est un peu différent, justement, pour un stop loss qui sera passé également. Et puis, voilà, on est en train de finaliser. Le but, c'était déjà de bien que tout le monde soit servi déjà sur BTC-ETH. Je ne vous donne pas de date, parce que je ne voudrais ne pas la respecter par la suite. Je pense que d'ici les maximum un mois, ça sera réglé.
ça sera fonctionnel. C'est quoi le holding, Alain? Ben, le holding, c'est quand tu gardes. Ça veut dire en anglais garder. Ça veut dire tenir, garder. Donc, holding, c'est ben, tu gardes du Bitcoin, tu n'y touches pas. Le holding, c'est 2 à 5 ans. En fait, vous avez 3 unités de temps là. Si vous comprenez bien le camembert, c'est ce qui vous permettra vraiment d'être épanoui, quoi qu'il arrive sur le marché. Holding, c'est 2 à 5 ans. Voilà, vous prenez un jeton, vous le gardez 2 à 5 ans. Donc, ça, c'est évidemment BTC ETH. Les autres, on ne sait pas s'ils résisteront à l'épreuve du temps. Solana, ça doit être génial. Peut-être qu'il y aura des hacks, ou peut-être qu'il y aura des bugs dans les smart contracts, on n'en sait rien. Ces deux-là, par contre, eux, ils tiennent et ils tiendront encore. Voilà, puis en plus, on sait qu'il y en aura de moins en moins, donc ils vont nous prendre de plus en plus de valeur. Hein. Le prix et la valeur du Bitcoin et des ETH, c'est vraiment associé. On ne peut vraiment pas parler de bulles. Les autres, il y a des projets dont le prix est supérieur à leur valeur réelle. Cela, il faut faire attention. BTC, ETH, non. Donc, 2 à 5 ans, Hervé. Holding, c'est 2 à 5 ans. Trading, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est de l'intraday. Donc ça, c'est une stratégie court terme pour accumuler une stratégie long terme. Comprenez, en fait, le côté complémentaire, on hold une partie, on trade l'autre partie pour accumuler la partie holding, en fait, sans avoir à remettre dans notre poche. Voilà. Ensuite, on a la partie, l'unité de temps à moyen terme, entre les deux, entre l'intraday et le long terme, c'est celle-ci. C'est ce que j'appelle le swing sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où là, on va faire des rotations de secteur. On va se mettre sur des projets où il y a de la croissance, il y a de l'action, il y a du cash, il y a de l'investissement. Voilà. Donc, ça peut être NIR Protocol en ce moment, ça peut être Luna, ça peut être Ravax, voilà, ça peut être Rune, Torchain. Tout cela, on s'y met et de temps en temps, on va switcher parce qu'il y aura moins d'action pour aller sur d'autres protocoles. Et ça, c'est sur du moyen terme. Et quand vous faites les 3 stratégies en même temps, vous avez ce camembert-là et quel que soit le marché, vous créez toujours de la performance. Voilà. Donc, ça, c'est super important. Alors, je l'avais synthétisé aussi par rapport aux questions. Allez, je vais vous mettre ça. Par rapport au trade en cours aussi. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, je réponds à des questions en attendant. Je vous laisse lire un petit peu ça, puis je vais le commenter avec vous. Est-ce qu'on peut avoir le pourcentage plus-value, moins-value par trade? Oui, ça va apparaître sur le dashboard, ça, François. Est-ce qu'on peut faire des trades en short quand le marché est baissier? Pour l'instant, non, parce que c'est encore une autre façon de trader. Là, on shorté, on va donc engager des effets de levier, même s'ils sont minimes, mais surtout, on ne détient plus d'actifs. Donc là, effectivement, il faut mettre des stop-loss. C'est une autre façon de trader. On est encore sur des risques différents. Donc, on le fera au fur et à mesure, mais l'idée, c'est déjà de se former, d'apprendre sur le trading spot, sur de l'achat-revente. Et après, effectivement, on pourra peut-être éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, on ne va pas l'imposer à tout le monde, peut-être faire un petit peu de short ou de long avec effet de levier. Ouais, je me mets ici. Voilà, donc ça, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc, je vous le mets. Moi, évidemment, l'idée, c'est de tout. Ah oui, alors l'idée, c'est de tout mettre sur le TP1, ça, c'est sûr. En tout cas, en ce moment, il n'y a pas de tendance clairement définie. Donc, effectivement, il vaut mieux mettre sur le TP1. Après, quand on aura une cassure par le haut, voilà, sur le Bitcoin à 48 ou 50 000 $, que les altcoins, vous savez, quand le Bitcoin prend 5%, les altcoins prennent 10-15%. Parce que comme il y a moins de capitalisation, quand les gens se mettent en acheter, ça monte plus vite en pourcentage. Tout est lié à la capitalisation. Donc voilà, l'idée, ça sera ça. Donc là, ensuite, 10%, même sur les petits capitaux, j'ai envie de vous dire, même 500 €, mettez 10%, même si ça va moins vite en effet de levier, au moins il y aura toujours du turnover. Mettez 10% sur chaque position. Le XRP, je ne suis pas un grand fan du projet, même si effectivement il va risque d'avoir gain de cause avec la SEC. Apparemment, c'est ce que j'entends de plus en plus. Et il y a un peu de volume en ce moment. En ce moment, il y a du volume sur XRP. Donc, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que ça signifie qu'il va se passer quelque chose? Je ne sais pas si c'est un projet que je vais garder longtemps, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire d'intéressant. D'ailleurs, on n'est pas à l'abri que je nous envoie un trade sur XRP d'ici ces 2-3 prochains jours. Voilà, donc ça, voilà un petit peu. Hein. Ça, vous pourrez le prendre en screenshot si vous voulez, mais même le dupliquer à vos équipes, à vos partenaires. Voilà les solutions qui sont possibles quand on est bloqué. Et évidemment, l'autre solution que je vous ai proposée tout à l'heure, je mettrai, alors ça ne sera pas automatisé, hein, mais je mettrai un stop loss indicatif, comme ça pour celles et ceux, suivant votre aversion au risque, votre gestion du risque, vous pourrez les clôturer si vous voyez que la structure de marché se retourne.
ben, vous pourrez clôturer vos trades par rapport à un stop loss indicatif que j'aurais donné. Voilà. Sinon, vous avez des positions, vous avez des stratégies comme celles qui sont proposées ici. Voilà. Ça, gardez-le, faites un screenshot s'il faut. Il n'y a pas de réponse parfaite, évidemment. Sinon, on serait tous milliardaires et on maîtriserait toujours les marchés. Les marchés, c'est très volatile. C'est de l'émotionnel, c'est des statistiques. Hein. Donc, évidemment, il y a plusieurs réponses possibles. Hein. Voilà, ça, c'est important. J'espère en tout cas que ça pourra faire écho chez vous. Alors, quand l'ordre de vente n'est pas passé, du coup, je dois regarder tous les ordres que tu passes. Non. Alors, ça, il faudra faire remonter l'info au support. Effectivement, normalement, quand l'ordre de vente n'est pas passé, tu dois recevoir un mail qui doit t'informer pour ça et le faire manuellement quand c'est le cas. Mais normalement, on essaie que ça soit… c'est un bug qui a dû être pratiquement terminé. Il y aura de moins en moins d'anomalies de ce côté-là. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'avoir un système de notification? Oui, OK. Car à minuit, je dors. OK. Je prends tout ça, je prends des notes moi aussi hein, pour faire remonter les infos. Alors, est-ce que c'est normal? Ça, c'est Florian, excuse-moi, je ne t'avais toujours pas répondu. Est-ce que c'est normal que lors d'un réinvestissement de 50 € après 3 semaines de lancement, avec 200 € lorsque j'ai activé Automate, puis désactivé pour prendre en compte mes 50 €, je ne trouve plus sur mon dashboard mon premier investissement de 200 €? Oui, si tu as des trades en cours, c'est ce qui fait que… Là, c'est pareil, il y a des gens qui me disent des fois, j'ai moins de Bitcoin que quand j'ai commencé. Ben, si tu as des trades qui ne sont pas encore clôturés, qui sont en moins-value latente, je dis bien latente, parce que tant que ce n'est pas clôturé, hein, contrairement, vous voyez, ici, la plus mauvaise solution, c'est de vendre à perte. Tant que ce n'est pas clôturé, c'est des moins-values latentes. D'ailleurs, de la même manière, si vous ne récupérez pas vos gains, c'est des plus-values latentes aussi. Hein. Donc, ça peut faire chuter de temps en temps ta quantité de Bitcoin ponctuellement si le trade en question est inférieur à son prix d'entrée. Donc, il faut juste attendre qu'il remonte. Rappelez-vous de l'exemple sur le sushi. Hein. Certes, on va éviter que tous les trades se clôturent au bout de 6 mois, hein, vous l'avez bien compris, mais quand ça arrive, généralement, vous avez le double effet levier parce que le Bitcoin a pris de la valeur aussi entre-temps. Et on fera en plus, donc, on aura donc, il y a toutes les stratégies qui sont là par rapport aux trades qui sont bloqués. On a évidemment aussi des stop-loss qui vont être indicatifs, qui ne seront pas automatisés, mais qui vous donneront une direction si jamais le marché se retourne. Je choisis toujours des projets qui ont une vraie croissance. Voilà, ce ne sera pas des projets qui vont se délister du jour au lendemain. On ne va pas se retrouver en carafe avec un trade qui n'est plus sur Binance. Voilà, c'est que des projets qui sont dans les top 20, top 30 maximum en market cap. Ça, c'est super important. Et puis, dernière chose, on fera un arbitrage une fois par mois pour suivre les trades en cours et voir ceux où éventuellement on clôturera parce qu'il faut passer à autre chose. Voilà, il ne faut pas être dans le déni non plus. Donc voilà tous les éléments que je peux vous apporter. Stop loss indicatif, arbitrage une fois par mois, hein, parce qu'il faut laisser au moins un mois au trade, avoir un petit peu la structure qu'ils sont en train de mettre en place. Si ça continue à s'effondrer, si au contraire la croissance organique qui fait que ça remonte, parce que vous savez ce qui est intéressant dans les cryptos, contrairement aux actions ou même à beaucoup d'actifs financiers, c'est que sur une simple bonne nouvelle, vous avez une grosse bougie verte. Moi, j'ai vu des cryptos, comme il y a peu de capitalisation, prendre du 30, 40 ou du 50% dans la journée et refaire tout leur retard sur le trade en question. Donc, il faut au moins se laisser un mois sur les trades en cours. Ça, c'est important. Ne pas commencer à perdre patience au bout de 3-4 jours parce que là, effectivement, vous allez clôturer tous vos trades en perte alors que pour la plupart d'entre eux, ils vont être clôturés. Hein. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs par rapport à ça. On revient ici. Hop, je me remets là. Alors, ici, je vais me mettre sur la stratégie ETH. Je vais montrer justement pourquoi il faut être patient pour la plupart d'entre eux quand même. Alors, ici, en performance ETH, on est déjà mieux que le mois dernier, à la moitié du mois. Voilà, donc on a 2 trades qui sont là, les 2 derniers, pour la semaine un peu qu'on a expliqué, où il y a eu beaucoup d'attentes des investisseurs. Et puis voilà, donc ça peut… Là aussi, on a 2 gros projets face à ETH. Hein. Donc très sincèrement, on n'a vraiment pas à s'inquiéter. Bon, pour les autres, je vous montre des exemples. Par exemple, ici, alors, il est là. Celui-ci a été clôturé. Il a été lancé le 14 mars. Il a été clôturé le 5 avril. Regardez bien. Ici, qui ETH. Pourquoi je vous montre ça? Parce que là, par exemple, 285, si on regarde un peu les points d'entrée, c'était quoi? Qui ETH 325, 338, 342, on va se dire, oh là là, mais là, on a en moins-value de moins 30%. Mais regardez bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, et c'est ça les cryptos,
surtout sur des petites capitalisations comme ça, ou en tout cas sur de la volatilité comme les cryptos, c'est unique dans ces marchés-là. Mais regardez bien, sur une grosse bougie, là, juste une bougie, une mèche acheteuse, eh bien, on a pu clôturer le trade, en fait. Je me mets ici en 4 heures. Voilà, pardon, c'est celle-ci. Voilà, le 5 avril, alors que là, ben voilà, il ne se passait plus grand-chose. Le trade avait été déclenché par ici. Voilà, j'avais détecté un volume de transactions inhabituel par là, 14 avril, 14 mars. Hop, c'est redescendu. On n'a pas touché le TP de peu. Et derrière, grosse bougie, grosse mèche acheteuse. Et on l'a clôturé 3 semaines après. On en a un autre aussi, c'est XMR ETH. Tout ça pour montrer que donnez-vous au moins un mois pour le temps que les trades se clôturent, et puis on fera un arbitrage tous ensemble une fois par mois sur les trades en cours. Voilà, je vous montre XMR aussi pareil, regardez bien. XMR le 13 mars, on l'a clôturé le 12 avril. Celui-là, il a carrément fallu un mois. Voilà, XMR ETH, 7420, 7614 le TP1. Là, pareil, hein, XMR ici. XMR ETH. Alors, je me mets même en 1 heure. J'ai quelques bugs ici. Voilà. Voilà, 12 avril. Il a fallu du temps, pareil. Hein, vous voyez, ça a été clôturé pratiquement un mois après. Alors que c'était XMR, c'était le 13 mars. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment vous donner la vision aussi par rapport à ça. Même si c'est vrai que c'est une semaine un peu inhabituelle, puisque d'habitude, les trades se clôturent beaucoup plus vite. Mais encore une fois, on est sur des gros projets face à BTC ETH. Donc, dès qu'il y aura un rebond haussier, ça sera les premiers à en bénéficier. Voilà. Et puis, encore une fois, vous avez eu ça aussi, hein, qui permet d'avoir une ligne de conduite quand voilà, je vous reprenez un screenshot, vous verrez un peu le replay. Voilà les différentes stratégies qui peuvent être proposées quand ça arrive aussi. Mais évidemment, les 2 meilleures, c'est les 2 dernières, hein, évidemment. Et puis, des stop loss pour ceux qui le souhaitent, on va les mettre à disposition à partir de la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que c'est bon par rapport à ça déjà? Est-ce que vous avez un prisme de lecture un peu plus clair? OK. Alors, ouais, le trade sur Luna, OK. D'ailleurs, je suis en train de regarder quelque chose avec vous. Tiens, peut-être qu'on va le voir en direct, ça. Un trade sur BCH. Est-ce que certains d'entre vous ont le trade BCH ETC pardon, BCH BTC que j'ai envoyé il y a 2 jours? Est-ce que certains d'entre vous l'ont encore? Voilà. On met là, ici. Alors, BTC. BCH, BTC. Est-ce que certains d'entre vous l'ont encore? Oui, je l'ai. OK, sur la bonne voie. Ouais, OK. Je vous dis ça parce que j'ai même vu, vous voyez, ça peut arriver, c'est l'offre et la demande. Ça, si vous me posez la question, on va se servir de ce cas d'école. BCH, BTC. Ouais, celui-là, il va être clôturé. Hein. Je pense qu'avant la fin du week-end, il sera clôturé. Mais regardez même ce qui s'est passé sur celui-ci. Voilà, vous voyez ici, 860, c'est le TP que j'avais indiqué. Donc, c'était le 15 à 10 heures. Le trade, je l'avais envoyé le 14, non, même pas, le 14 à 11 heures, donc 24 heures après, 860. Et en fait, on a une bougie acheteuse qui allait toucher le point le plus haut, qui était 860. Et on sait que comme c'est l'offre et la demande, pour que tout le monde soit servi, il aurait fallu qu'on arrive à 861. Bon, on y va là, on y va tout droit. Mais voilà, pour vous dire que certains ont pu être servis quand même, mais que là, effectivement, quand ça peut arriver qu'on arrive à 860, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, moi, tu marques que le TP est clôturé sur Futures, alors qu'en fait, je l'ai encore. C'est que ça peut arriver que tout le monde ne soit pas servi, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'acheteurs par rapport aux vendeurs que nous étions. Ça, c'est des cas d'école qui peuvent arriver aussi. Hein. Là, on en a un exemple parfait sur BCH. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? J'ai dû en rater, évidemment. Il y a eu des trades aujourd'hui? Non, Théo. Je surveille 2-3 projets en ce moment, 2-3 cryptos. Je verrai un petit peu après le live s'il y a un peu plus de volume. Alors, dans quelle unité de temps? Alors, l'unité de temps que j'utilise moi, je me mets sur 15 minutes, parce que le but, c'est de clôturer le plus tôt possible. Après, quand je vois un volume sur 15 minutes, par exemple sur BCH, là, il y a des choses intéressantes. Après, je dézoome en 1 heure, en 4 heures. Je regarde s'il y a des convergences.
Mais effectivement, ce n'est pas du swing, hein, où là, c'est plutôt des extensions de Fibonacci, des moyennes mobiles. J'utilise d'autres indicateurs, notamment sur les trades du SDT qu'on va automatiser aussi, puisqu'on va aller chercher du 7 ou du 10%. Donc, c'est sur des unités de temps plus longues. Là, c'est du 15 minutes, c'est des volumes de transactions inhabituels. On regarde si c'est un breakout éventuellement. Alors, je viens de voir pour Doge, j'ai quand même un message under minimum amount. Ouais, c'est-à-dire que tu n'as plus forcément suffisamment de montant à allouer pour Doge BTC. Greg, voilà ce que ça veut dire. Le montant minimum injecté sur l'automate. Par stratégie, ouais, 3 à 500. Et par stratégie, hein, pas 500 redivisé en deux, tu peux le faire. Mais tu risques d'avoir justement des under minimum amount parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus prendre les trades en question. Surtout si tu alloues, si tu mets des tailles de position par 10%. Donc ça, ce n'est pas forcément le plus pertinent. Après, on fait comme on peut, hein, effectivement. Mais dès que tu peux, tu réalloues un petit peu, mais minimum 300 € par stratégie. J'ai qu'un seul trade ETH alors que j'ai du capital. Les trades ETH, déjà, j'en envoie moins que les trades BTC, Robert. Et puis après, tout le monde n'est pas forcément servi, ça peut arriver, hein, même si ça va. On a bien travaillé sur ce côté-là, ça va beaucoup mieux, mais ça peut encore arriver, surtout qu'il y a un peu moins de volume sur ETH que par rapport à BTC. Ok. Est-ce que le back-office est complet? Le bénéfice en BTC annoncé quotidiennement et celui sur 30 jours est réellement celui qu'on a gagné? Thomas, oui, c'est une bonne question. En fait, on s'est basé, comme on a calculé là les 6% ou les 22% au mois de mars, c'est-à-dire qu'on est parti du principe que tous ceux qui avaient pris des trades en question qui étaient clôturés et qui ont pris des TP2, on prend 10%, donc on a calculé tous les TP2 qui étaient touchés, on est arrivé à 220% par exemple, on l'a redivisé par 10, parce que c'est les tailles de position qu'on recommande à tout le monde, de mettre 10% par trade. Donc 220%, si tout le monde a pris les trades en question et qu'on fait des TP2, on arrive à 22% sur une moyenne globale. Et c'est évidemment c'est pas forcément propre à tout le monde, hein. C'est juste comptablement ce qu'on a pu faire en TP, ça c'est factuel. On le redivise par 10 parce que c'est ce qu'on recommande en money management et on arrive à ce montant-là. C'est évidemment pas représentatif pour chacun d'entre nous. Tout le monde n'a pas forcément été servi à tous les trades, tout le monde n'a pas forcément mis un TP2, mais factuellement, c'est ce qu'on est allé chercher. OK. Oui, c'est dû à la tendance actuelle, effectivement. Alan, sur Futur, je vois bien mes gars en BTC, mais sur Binance, oui, c'est ça. Là, le Bitcoin, il corrige même encore, hein, depuis une dizaine de jours. Donc, oui, effectivement, tu peux même légitimement te dire que tu as moins que quand tu as commencé. Si tu as commencé il y a une dizaine de jours, le Bitcoin a corrigé. Encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai montré sur du Monster, voilà, c'est un actif sur 10 ans qui va continuer à nous faire gagner de l'argent. Mais il faut dézoomer quand c'est comme ça. C'est une période qui est difficile parce qu'on est sur un marché qui est très, très horizontal, très latéral. OK. Alors là aussi, quand vous avez une période qui est comme ça, profitez-en pour vous former, pour aller voir tous les outils que je vous ai montrés. Est-ce que vous connaissez le stacking sur Binance, par exemple, ça aussi, quand vous avez des projets? Est-ce que vous les stackez sur Binance? TP2, combien de pourcents? Alors, si tu veux faire un peu de TP2, parce que généralement, quand on touche un TP, on touche souvent les deux, mais pour être quand même plus safe sur une tendance comme celle-ci, où il n'y a pas de tendance, justement, tu fais du 80-20 ou maximum 70-30. Voilà, mais fais pas 50-50. Hein. Grosse majorité sur le TP1. TP1, TP2, la différence, Hervé, c'est que TP1, on fait 3% et TP2, on fait 6%. Alors, c'est vrai que c'est génial parce que c'est du passif, c'est de l'automatique. Mais je vous assure, si vous y mettez un peu d'engagement en plus, même à vos différents partenaires qui arrivent, leur aider à comprendre que c'est intéressant et d'être acteur de son portefeuille, même pour clôturer des positions, même pour acheter des cryptos dont on parle régulièrement, pour faire du stacking. Si vous respectez le camembert que je vous ai montré tout à l'heure, là, celui-ci, donc ça exige un petit peu de la manutention de votre part. Je vous assure qu'avec ça, avec un portefeuille comme ça, moi je l'éprouve depuis 6 ans, quelle que soit la tendance du marché, j'arrive toujours non seulement à créer la performance, mais à m'épanouir. Ouais. 75-25, ouais, par exemple, ouais. TP1, TP2. Alors, tout ce qui reste, les poussières de trade qui sont clôturées, vous les convertissez en BNB. Ça, c'est intéressant. Parce que quand vous avez du BNB, vous avez moins de frais de transaction. Donc, toutes les poussières de trade qui restent,
effectivement, je vais vous montrer par exemple sur un portefeuille. Je vais être transparent aussi avec ça, c'est important. Je vous montre ici, portefeuille spot par exemple. Voilà. Convertir les petits sols, vous mettez ici. Tous les petits sols qui sont là, j'en ai pas mal. Hein. Je fais ça. Voilà. Et là, je les convertis tous en BNB, puisque le BNB me permet d'avoir des frais de transaction inférieurs que si j'en avais pas. Et en plus, ça vous permettra de participer à des launchpads aussi. Voilà, des ROM de lancement. Autre chose, je ne sais pas si vous le faites aussi, si vous avez des projets dont on parle souvent, du Link, du Atom par exemple, si vous avez aussi du Avax, du Luna, vous avez tous les projets que je vous parle, je suis le premier à les détenir. Hein. Je ne suis pas là juste pour vous conseiller et pas pour les investir. Mais là, par exemple, qu'est-ce que vous faites plutôt que de laisser dormir? Vous mettez sur Atom, vous allez sur Earn, sans forcément aller dans la DeFi, parce que là, il faut être un petit peu plus aguerri. Vous allez sur Stacking verrouillé, vous mettez 120 jours, si vous pouvez, hein, des fois, ils ne sont pas éligibles. Vous stackez maintenant, 120 jours, le maximum, c'est 5. Voilà, mais déjà, c'est 30%. Vous voyez ici, j'ai lu, j'accepte. Voilà, vous voyez, par rapport au nombre d'atomes que j'ai, je vais en stacker 5 pendant 120 jours. Ils vont me restituer un demi-atome. Atome, ça vaut 25 $ aujourd'hui, mais peut-être que dans 120 jours, il vaudra 40 ou 50 $ et j'en aurais eu la moitié d'un juste parce que j'ai prêté mes tokens à la blockchain. Donc, c'est un double effet de levier et vous faites travailler 2 fois votre actif. Une fois parce qu'il est volatile et qu'il s'apprécie au fil du temps, parce que c'est des projets qui sont solides, et une deuxième fois parce que vous les prêtez. Et on vous donne des rendements pour ça. Voilà, vous pouvez mettre sur 90 jours aussi. Voilà. Celui-ci est épuisé, ça peut arriver. Donc là, par exemple, vous mettez maximum, vous confirmez. Voilà, là, ça, je vais me le refaire. Je vais réessayer parce qu'il m'en reste. Je me remets ici. 60 jours, c'est épuisé. Bon, mais par défaut, je mets 30 jours. Allez, je mets le maximum. Regardez le maximum. Avec ce que j'ai là, ben, je vais en avoir pratiquement 2. Bon, les rendements diminuent, hein, parce que plus la période est courte, plus les rendements diminuent. Hein. C'est comme un support d'épargne classique. Hein. Voilà. Et là, je valide. Voilà, ça, c'est pour permettre d'optimiser aussi dans une période où c'est plus flat. C'est de faire des gains avec les gains. C'est tout ça qui permet de comprendre aussi à quel point c'est important de bien comprendre ces investissements et la plateforme Binance sur laquelle on trade. Pour mes frais en BNB, il faut combien d'euros en BNB Alors, attends, excuse-moi un instant, je remonte un peu plus haut. Oui, alors, effectivement, Jamal, il ne faut pas le faire tous les jours, les conversions en poussière de trade. Hein. Faites-le 1 à 2 fois par mois, ça suffit. Hein. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Voilà, les tokens structurels, c'est des altcoins. Oui, les altcoins, c'est tous les tokens qui ne sont pas du Bitcoin. Et je rajouterai maintenant de l'Ethereum. Pour moi, le Bitcoin et l'Ethereum, c'est comme l'or et l'argent pour les métaux précieux. Et tout le reste, c'est des altcoins. Alors, ça, c'est une bonne question. Sur quelle situation de marché faut-il vendre une partie de ses bénéfices et se payer? Alors, tout dépend. Pareil, il faut que tu vendes par palier. Ne pas tout vendre si c'est des gros projets comme Atom. Par exemple, Atom, j'ai mis une première cible à 60 $. Je vais vendre 35% à 60 $. Je vais vendre 35% à 80 et je vais viser une target ultime à 100 $. Je vendrai 30% de ce qui me reste. En fait, c'est de vendre par palier sur des gros projets, je parle, hein, sur des tokens à fort potentiel dans la DeFi, etc. Quand tu commences à faire un x2, tu récupères ton capital initial, tu laisses tourner les gains non réalisés. Un bon investisseur, déjà, il récupère ses gains, hein, avant même déjà il récupère son capital, pardon. Avant de gagner de l'argent, il faut déjà récupérer son capital. Et puis, quand là, on est dans une période qui est quand même moins sexy, quand tu commences à faire 10-15% de gains, Grégory, tu peux déjà les protéger en stablecoin. Et ces stablecoins que vous allez faire des gains, ça vous permettra de racheter du Bitcoin. Donc, peut-être de pouvoir reprendre des trades sur Silver Mirror. Vous comprenez la cohérence, en fait, dans tout ça? Vous faites des gains grâce aux projets qu'on a recommandés, comme NIR Protocol, comme Atom, comme Link, comme Avax. Vous protégez vous protégez vos gains dès que vous commencez à faire plus 20, plus 30%. Vous les mettez en stablecoin et avec ça, vous rachetez du Bitcoin. Et normalement, avec ce cercle vertueux, vous pouvez toujours vous positionner sur Silver Mirror. Ouais, DCA inversé, ouais, c'est ça. Il faut acheter par palier et vendre par palier. C'est vrai qu'on parle toujours d'acheter par palier, mais la vente est tout aussi importante. Ben, je vous donne mon exemple personnel et je finirai là-dessus parce que le temps passe très vite. Hein. Ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. Et très heureux que vous soyez connectés jusqu'au bout. Hein. Très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Mais effectivement, à titre personnel, moi j'ai vendu tous mes bitcoins. J'en ai acheté 4 en juillet 2016. Ils valaient 500 $. Donc j'ai investi 2000 $.
Je n'étais pas accompagné comme on peut vous accompagner aujourd'hui. J'avais juste compris qu'il fallait acheter du Bitcoin. Et en novembre 2017, lorsqu'on est arrivé au pic du bull run, c'était beaucoup plus violent en 2017 qu'en 2021. Hein. C'était vertigineux, c'était parabolique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, justement, j'ai paniqué, j'ai bégayé, j'ai personne qui pouvait me dire, mais non, je ne savais pas analyser aussi bien les graphiques que maintenant. J'ai vendu tous mes bitcoins quand ils étaient à 10 000 $. Pourquoi? Parce que j'investis 2 000, je les achète 500 $, 14 mois après, ils sont à 10 000 $ pièce. Vous imaginez un petit peu avec mon téléphone tout seul, wow, je suis à 38 000 $ de bénéfices en 14 mois, j'ai investi 2 000 $. Eh bien, j'ai tout vendu. Et à 3 semaines près, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'apprenne à trader. À 3 semaines près, le bitcoin était à 20 000 $. Donc, effectivement, j'ai compris une chose, et si je peux vous le dupliquer à votre tour, hein, c'est ça aussi, avoir du feedback et de l'expérience dans la blockchain, ne jamais tout revendre d'un coup. Parce que si c'est des bons projets, si vous revendez une partie qui redescend, ben vous êtes protégé, donc ce n'est pas grave, vous nourrissez pas de regrets. Par contre, si vous vendez tout et qu'il continue à monter, vous allez dire, ben voilà, j'ai tout vendu et il continue à monter. Ça va vous éviter la frustration. Ok, allez, je coupe le partage. Ah non, les ATH, c'est pour ça que quand je dis l'atome, j'ai mis 100 $ parce que je crois beaucoup dans ce projet-là. Sans lui, en fait, rien n'est possible hein, dans les blockchains désormais, toutes les blockchains, c'est ce qui va permettre d'adopter la blockchain par les entreprises. C'est des projets comme Polkadot et Atom. Donc, j'ai fixé 100 $. Mais tu as raison, Thomas, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. C'est pour ça qu'entre-temps, je sors 30% à 60 $ et 30% à 80 $. En faisant comme ça, oui, là, j'ai plus de chances de pouvoir être profitable sur le projet. Allez, j'arrête de partager. Je vais vous saluer. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous. Je n'ai peut-être pas répondu à toutes les questions, hein, évidemment. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, puis entre-temps sur différents trades, sur les canaux. Je vous envoie tous les liens des outils que j'utilise, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça a été un plaisir, en tout cas, de partager ce moment-là avec vous. On reste connecté pour la suite et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye. Merci à vous.